La famille Baton, c'est une famille normale, une famille soudée. Olivier Seran, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Auxerre. Un papa, une maman, avec un garçon, une fille. Sylvie Baton, elle est étudiante en lettres modernes à Dijon. Anne Pagès, avocate de la famille Baton. Donc elle est en général en faculté la semaine à Dijon, elle revient le week-end dans la Vallonnais. Le 5 mai 89, Gérard Delorme, ancien journaliste à Lyon Républicaine. c'était le jour de l'inauguration de la foire exposition d'Avalon qui avait lieu tous les ans. Et l'on s'étonne de ne pas voir Sylvie dans les rues d'Avalon, on s'étonne de trouver les volets clos. Sylvie ne répondant pas au téléphone. Monique Boulanger, amie de la famille Baton. Sa maman a décidé de venir voir ce qui se passait à la maison. Elle était accompagnée d'un beau-frère à elle. Et là, ils ont vu que le portail était fermé. Martine Dubois, avocate de la famille Baton. Mais ils ont aperçu que la porte d'entrée de la maison était entrouverte, entrebâillée. L'oncle s'est débrouillé pour sauter par-dessus le portail et puis ils ont découvert tous les deux le corps de Sylvie qui était dans la baignoire, immergée. Madame Baton a retiré le corps de sa fille de la baignoire pour le mettre sur le lit, pour la protéger, pour la mettre sous un drap. Elle hurlait dans la rue en disant « ma gamine, ma gamine, ma gamine ». Les cris ont alerté les forces de l'ordre. Ils sont accourus sur la scène de crime. Tout de suite, ils ont remarqué que le logement était en désordre. Il y avait notamment des effets personnels de Sylvie qui étaient par terre. On retrouve des vêtements de Sylvie un petit peu partout, ensanglantés. D'ailleurs, je crois pour certains derrière les WC. La baignoire est remplie d'eau. Il y a de mémoire les chaussures de Sylvie Baton dans la baignoire. Il va y avoir des constatations des prélèvements sur la scène de crime. Charles Prats, dernier juge d'instruction de l'affaire. Des cheveux, des poils, etc., des traces de sang. Le corps a été transporté de la baignoire sur le lit et sur ce lit, il y avait un plaid. Donc ce plaid, il a été pris par les enquêteurs pour être placé sous saisie et scellé. Après, juste à l'extérieur de la maisonnette, on pouvait remarquer un fil électrique coupé. Coupé, on pourrait même dire sectionné. Ce fil, en fait, c'était le fil du téléphone. Les constatations permettaient de déterminer qu'elle avait été attachée, donc liée avec des liens, et très clairement qu'elle avait fait l'objet de sévices sexuels, d'un viol. D'après l'autopsie, elle a été étranglée, elle a été battue, donc il y avait manifestement un acharnement sur son corps de la part du coupable. Je suis allée au lycée à Auxerre avec Sylvie. On était toujours ensemble. Barbara Moreau, comédienne et amie de Sylvie. Depuis quelques années, j'écris. Je parle d'elle, je raconte son histoire. Elle était assez raffinée. Elle avait quelque chose d'un peu raffiné, d'un peu artiste. Elle avait de l'allure, une certaine classe. On était des filles passionnées. C'était la fierté de la famille et de la mère en particulier, j'allais dire. Parce que c'est une femme, la mère. Et quelque part, ben voilà, que sa fille puisse faire des études de lettres, c'est valorisant par ricochet aussi. Sylvie, c'était la fille qui faisait pas d'histoire, une fille bien, je dirais, très bien. Il
y avait dans l'air, je sais pas, un climat assez bizarre. Déjà un climat de suspicion. On était mal à l'aise. Ah ben, vous savez, tout le monde se regarde un peu parce que on ne sait pas qui est-ce que c'est quelqu'un de passage. C'était la fête sur Avalon, c'était un grand week-end, donc on s'interroge. Mais la question est, il y a peut-être un assassin parmi nous. C'est peut-être le collègue, le voisin, le monsieur à la caisse d'à côté au supermarché. Les funérailles de Sylvie, il y avait un monde fou. C'était dans la petite commune de Sauvigny-le-Bois où résident ses parents. Et il y avait une foule énorme. Tous les services des enquêteurs, les services de gendarmerie et des services des recherches étaient là. Ils étaient installés dans les locaux de la mairie, d'ailleurs, de Sauvigny-le-Bois, qu'ils avaient investi parce qu'ils pensaient peut-être trouver l'assassin potentiel lors de la cérémonie d'obsèques. Il y avait une sorte de mise en scène. La famille de Sylvie était le long du mur, dans les escaliers. Et nous devions les embrasser ou serrer la main à la famille, car en face, dans la mairie, il y avait les caméras de la gendarmerie qui étaient censées repérer, en fait, si éventuellement ils avaient pu reconnaître quelqu'un qui avait eu des problèmes quelconques. On nous avait dit, si vous remarquez quelqu'un, même si ça vous paraît loin, que ça vous paraît insignifiant, il faudra quand même le signaler. Pour tout le monde, le meurtre de Sylvie est incompréhensible. Il n'y a aucune piste dans l'entourage de la jeune femme. Les enquêteurs se concentrent alors sur un élément troublant. Le tueur n'a pas forcé la porte pour rentrer chez Sylvie. Il n'y a pas d'effraction. Connaissait-il la victime? Ou bien avait-il la clé? Il n'y avait pas de traces d'effraction, c'est sûr. Donc les gendarmes étaient persuadés que c'était quelqu'un qui connaissait la maison. La gendarmerie et le juge d'instruction de l'époque vont très vite orienter leurs investigations sur l'ancien locataire des lieux. C'est lui qui est venu à la gendarmerie. Il a expliqué qu'il était l'ancien occupant. Il a expliqué que lui, ayant vécu sur les lieux, etc., il a encore des clés de cette petite maisonnette. Ils se sont dit, il vient peut-être pour se dédouaner, peut-être qu'il vient pour qu'on le suspecte pas, donc on le suspecte. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté ce fil qui courait le long du mur extérieur était un fil de téléphone qui avait été coupé. Cet homme, en fait, il avait installé cette ligne téléphonique, il avait bricolé sur la petite maison pour installer le téléphone dans la maison. Olivier Seran, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Auxerre. Et il avait donc fait passer un fil de téléphone sur le mur de la façade. Les gendarmes, ils se sont dit que l'assassin qui voit ce fil doit s'y connaître un petit peu parce que c'est un fil de téléphone, ça, c'est pas un fil électrique. Et donc ce monsieur va être inculpé, comme on disait à l'époque. Il a été placé en garde à vue. Armando, c'était quelqu'un et sa famille d'ailleurs, qui habitait dans un petit hameau d'Avalon, à 2 kilomètres de la ville. Gérard Delorme, ancien journaliste à Lyon Républicaine. Et c'était d'une famille sans histoire. C'était un gars qui n'avait jamais eu de problème avec la justice. Lui, il était connu parce qu'il intervenait dans une boîte de nuit à Avalon, donc il était connu des jeunes, etc. Donc il était connu de Sylvie sans plus, mais elle le connaissait. Donc voilà. Ensuite, il y a eu les expertises génétiques. Il faut comparer un prélèvement ADN de l'auteur, présumé, avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime.
le cheveu retrouvé sur la scène de crime et celui du mis en cause, eh bien, on ne voit pas de différence. Une analyse des cheveux pouvait laisser penser que c'était lui, ça pouvait être un de ses cheveux. Et c'est à ce moment-là qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre. On avait hâte de savoir, on avait hâte que la personne soit arrêtée, mais on avait peur de connaître la personne qui était arrêtée. On avait peur que ce soit quelqu'un d'Avallon qui soit le responsable de ce crime. Et c'est vrai que quand Armando a été appréhendé, il faisait quasiment un coupable idéal. Ah ben, ils ont trouvé le coupable. Monique Boulanger, amie de la famille Baton. Voilà, certaines personnes se contentaient de ça. Ils ont trouvé le coupable. Il a toujours nié les faits, donc il y avait un doute par rapport à cette arrestation. Est-ce que c'était véritablement lui le coupable? Son avocat, donc lui, remettait en cause les expertises en laissant penser que ces expertises n'avaient pas de valeur. Et sachant qu'il n'y avait pas d'aveu, pour lui, son client était innocent. 1 an et demi plus tard, une nouvelle analyse des cheveux, effectuée après la demande insistante de son avocat, permettent de dire que non, c'est absolument pas son cheveu et que ce n'était pas lui. Madame Baton a été désolée qu'il ait fait de la détention provisoire pour rien. Vraiment, vraiment. Bouleversée, presque en rage. Le fait de mettre quelqu'un en prison pendant 18 mois, 1 an et demi. Charles Prats, dernier juge d'instruction de l'affaire. De l'accuser d'avoir violé et tué une jeune fille, c'est une erreur judiciaire. Si ça, c'était pas une erreur judiciaire, je ne sais pas ce qu'est une erreur judiciaire. Avallon, c'est une petite ville de province. Les rumeurs se répandent vite. Le qu'en dira-t-on est terrible. Et donc, voilà, l'impact est très destructeur pour ce monsieur. C'est terrible, c'est absolument terrible parce que on dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Et alors, tant qu'on n'a pas trouvé le vrai coupable, ce garçon, il est quand même resté dans l'esprit de certaines personnes. Pourquoi il est resté 2 ans en prison? Pourquoi il est resté si longtemps? Le 5 décembre 90, effectivement, quand il est sorti de prison, on repartait à zéro. Donc on est reparti, y compris dans l'état d'esprit de la part des habitants d'Avallon qui avaient retrouvé l'inquiétude. À cause de cette erreur, les policiers ont perdu 1 an et demi et n'ont plus beaucoup d'espoir de trouver le coupable. Pourtant, en janvier 1991, 2 ans après le meurtre de Sylvie Baton, l'enquête est relancée grâce à un autre meurtre commis à 200 km d'Avallon. Le 24 janvier 91, donc on était encore sous le coup de l'émotion. Ouais. Et il y a une autre affaire, effectivement, qui a éclaté à Paris avec le meurtre d'une jeune fille. Pascal était une fille vraiment très jolie, charmante, très dynamique aussi. Jean-Pierre Escarfel, père de Pascal Escarfel. Quand elle était étudiante à Paris, elle rentrait chez elle après une soirée chez des amis. Il y a un type qui l'a suivie, qui s'est faufilé derrière la porte de son immeuble. Et quand elle est arrivée chez elle, il a sorti un couteau pour la menacer et l'obliger à lui ouvrir la porte. Donc fin janvier 91, la section de recherche gendarmerie apprend que une jeune femme a été assassinée à Paris dans des conditions sordides, retrouvée dans son appartement étranglée. La seule chose, c'est que Pascal Escarfel avait un lien de parenté avec les propriétaires de la maison qu'occupait Sylvie. Le meurtre, le viol et le meurtre de Sylvie Baton se déroulent dans une petite maison de gardien d'une grande propriété à Avallon, la propriété de la famille Escarfel.
C'est très troublant. Deux personnes qui ont un lien avec ce domaine d'Avallon se retrouvent assassinées, l'une sur le site même de cette propriété, l'autre à Paris. On peut toujours penser que l'affaire d'Avallon, le meurtre de Sylvie Baton, va rebondir. Peut-être qu'il est l'auteur. Quand les enquêteurs, ils ont rien où ils piétinent, le moindre élément constitue une pièce de puzzle qu'ils essaient d'insérer dans les autres pièces. La police avait interrogé 600 personnes. Bon, moi j'étais tenu au courant de temps en temps. Et à un moment, il y a un des inspecteurs qui m'a dit, écoutez, on ne retrouvera ce type que s'il récidive. Malheureusement, ça a été le cas. Il a été arrêté en 98, c'est-à-dire plus de 7 ans après l'assassinat de Pascal. Bonjour à toutes et à tous. La police connaît désormais l'identité du tueur en série soupçonné d'avoir assassiné au moins 7 jeunes femmes entre 91 et 97. On peut parler d'une chasse à l'homme pour tenter de retrouver ce suspect numéro 1. Voici nos clichés du suspect numéro 1. Guy Georges, 35 ans, 1m72, d'origine antillaise. Guy Georges a été arrêté après avoir tué justement 6 autres jeunes femmes. Donc on s'est dit, ça peut être Guy Georges qui est impliqué dans l'affaire d'Avallon. Gilbert Hill, qui était juge d'instruction, qui s'occupait des affaires autour de Guy Georges, va mener des investigations et va très vite déterminer que ça ne pouvait pas être Guy Georges, parce qu'en mai 1989, Guy Georges était incarcéré, il n'était pas en permission de sortie, etc. Donc ça ne pouvait pas être Guy Georges. Les meurtres de Pascal Escarfel et Sylvie Baton n'étaient donc pas liés. À la fin des années 90, faute de nouvelles pistes, l'affaire tombe peu à peu dans l'oubli. Mais le 4 mars 2003, une femme franchit les portes de la gendarmerie. Elle a des révélations à faire. 2003, une personne du cercle de Sylvie Baton et de son frère Marc intervient en allant frapper à la gendarmerie et en disant qu'elle avait des choses à dire. Et donc elle vient expliquer aux gendarmes que l'origine du meurtre et du viol de Sylvie Baton, c'est un trafic de stupes. Charles Prats, dernier juge d'instruction de l'affaire. C'est une vengeance dans le cadre d'un trafic de drogue auquel aurait participé Sylvie Baton, étudiante à Dijon à l'époque, auquel participait son frère. De début 1984 jusqu'au mois de janvier 1989, Sylvie nous approvisionnait en drogue dure et douce. Sylvie Baton achetait auprès de Marc 2000 francs d'héroïne et de hashish par semaine, pour sa consommation et également pour assurer une revente sur Dijon. Marc avait appris que Sylvie voulait le doubler dans le trafic de drogue. Je suis persuadée que l'assassinat est lié au marché de la drogue et que Sylvie a été purement et simplement éliminée. Marc est soupçonné d'être l'instigateur du meurtre de sa sœur. Ça fait froid dans le dos. Ça a fait l'effet d'un véritable tsunami. Anne Pagès, avocate de la famille Baton. Et c'est à ce moment-là que Marc Baton passe du statut de victime à mis en cause. Les deux enfants ont deux profils totalement différents, en fait. Marc Baton, eh bien, c'est un jeune homme de la campagne qui avait mieux à faire que de mettre le nez dans les livres. Marc était, comme beaucoup d'adolescents et beaucoup de jeunes hommes qui rentrent dans la vie adulte, il aimait faire la fête, il aimait les copains. Il avait quelques problèmes avec la consommation de drogue, par exemple. Là, c'était bien connu sur la place d'Avallon. Il a été placé en garde à vue. Et c'est allé très loin, puisque le juge d'instruction de l'époque était allé jusqu'à dire aux parents de Sylvie Baton que c'était leur fils, donc le frère de Sylvie Baton, qui était à l'origine de l'affaire. Donc vous imaginez le choc dans la famille.
Pour Daniel Baton, c'est le coup de massue. Et elle m'a expliqué que elle y a cru quand même. Elle s'est dit, et pourquoi pas? Tout est possible. Elle avait cette espèce d'objectivité. Martine Dubois, avocate de la famille Baton. Qui lui faisait dire, s'il y a des preuves contre mon fils, il faudra assumer, quoi. Il faudra assumer. Les investigations vont être menées, il va y avoir des tas de gens mis en garde à vue, encore une fois. Il y a eu quelques témoignages, mais qui n'ont rien donné, si vous voulez, au niveau des retours par rapport à l'enquête. Finalement, ce témoin se rétracte et avoue qu'elle a tout inventé pour casser les pieds de sa propre famille. Voilà. Sauf que entre-temps, vous avez eu une rumeur qui s'est répandue. On a sali la mémoire de Sylvie Baton, on a sali son frère, on a sali tous ces gens-là. Marc Baton est resté marqué au fer rouge. Dans sa réputation aussi, ça reste un petit village et il a subi la mise au rebut populaire et puis il a subi la mise au rebut de sa famille. Vous imaginez ce que ça provoque comme destruction dans une cellule familiale. Et le plus terrible, c'est que le papa va décéder en ayant ça en tête. La relation s'était évidemment tendue. On peut se mettre aussi à la place de Marc, qui est suspecté et qui peut en vouloir à sa mère de penser que cette piste, elle n'est pas à rejeter non plus. Quand on pense avoir un auteur qui est innocentié, qui est écarté de l'enquête, il faut reprendre tout à zéro et il faut ouvrir des portes, il faut enfermer. À un moment où l'affaire était quasiment, alors là moi j'en suis témoin, était quasiment bouclée. Prats arrive avec un esprit juge d'instruction mais enquêteur. Un esprit enquêteur qui était un peu dans son ADN pour le coup. Et là, c'était incroyable. On est au printemps 2006 et je dis attends, je vais reprendre le dossier quand même parce que je regarde un petit peu et comme en 89 on n'avait pas d'ADN, à partir des années 2000 la technique ADN commençait vraiment à exister et l'affaire Baton, elle était passée dans tous les laboratoires ADN de France. C'est-à-dire que les juges d'instruction avant moi avaient envoyé un peu partout des éléments à analyser. Et je me rappelle de ce rapport qui datait du début des années 2000, où justement sur la couverture et le drap, l'expert ADN notait « Ah tiens là, il y a une tache de sperme, mais on ne l'a pas analysé. » Pardon. Enfin, vous voyez, et là vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Il décide de plonger dans les scellés de l'affaire Sylvie Baton pour retrouver tel ou tel élément. Il descend lui-même dans les méandres des caves du tribunal d'Auxerre. Et alors là, les scellés disparus. Plus de scellés. J'étais avec un greffier des scellés, j'ai dit merde, c'est où? Et donc on dit non, on va chercher, donc on fait le tour des sous-sols du tribunal pour essayer de trouver les scellés et je vais les retrouver dans un local, ils étaient dans un carton sous une table et je les retrouve, ils étaient prêts à partir pour la poubelle, quoi, pour la destruction. Et non, on détruit pas des scellés d'une affaire en cours. Donc je récupère les scellés. Et surtout, il a demandé à une experte en génétique qui a mis sur le coup ses employés de faire tout ce qu'elle pouvait pour essayer de trouver quelque chose sur les traces de cette couverture. Et elle va m'appeler, on est de mémoire en juillet 2006, fin juillet 2006, elle m'appelle en me disant « Monsieur le juge, super nouvelle, on a un ADN masculin inconnu qui n'apparaît pas au dossier, qui n'est jamais apparu au dossier, dans une tache de sperme et une tache de sang mêlée de sperme. » On y croit toujours, mais j'étais très circonspect. Je me disais, déjà, il faudrait une bonne chance qu'il soit intégré à un fichier national d'empreintes génétiques.
Olivier Seran, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Auxerre. C'était difficile, mais j'y croyais quand même. De toute façon, on n'avait rien à perdre. Et puis là, on a une réponse négative. Et au bout d'un moment, je me dis, quand même, le mode opératoire du criminel, c'est quasiment certain que le type, il avait déjà fait ça avant ou il a recommencé après. Et à ce moment-là, je me dis, bon, on va faire un truc, on va essayer de voir si le gars, il n'est pas ailleurs qu'en France. Et donc là, qu'est-ce que je fais? J'appelle Interpol. Les premières réponses, évidemment, sont décevantes, puisque chaque réponse qui arrive, l'Australie, des pays africains, des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Amérique, les réponses sont négatives. Et au mois de mars 2007, il y a Olivier Seran qui m'appelle, le capitaine, et qui me dit « Ah, monsieur le juge, putain, super nouvelle, on l'a. Oh, ouais, en Allemagne. » Eh ben c'est Ulrich Münstermann. Donc là, c'était champagne, parce que là, on l'avait, le gars. Les policiers français vont donc se pencher sur le suspect Ulrich Münstermann et découvrir rapidement le profil d'un homme inquiétant. Ce qui est intéressant, c'était le pédigré du bonhomme. C'est-à-dire connu pour X faits de viol et meurtre en Allemagne, quoi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, incarcéré. La personne incriminée est retenue dans une prison allemande. Olivier Seran, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Auxerre. Pour purger une peine à perpétuité d'un meurtre dans des conditions proches de celles de Sylvie Baton. On se dit qu'on tient non seulement un profil génétique, mais on tient aussi un profil criminel. Münstermann, c'est un grand blond avec une âme noire, si je peux exprimer les choses ainsi. Bernard Revest, avocat de Ulrich Münstermann. C'est un enfant de la guerre. Il avait un frère, je sais, ou il a un frère. Il a été électricien. C'est quelqu'un de costaud, qui avait un regard froid et tout. Gérard Delorme, ancien journaliste à Lyon Républicaine. Mais c'était plutôt un beau garçon qui avait du succès avec les filles. Il était particulièrement sportif, en particulier, il aimait bien la musculation. Il faut savoir que, comme tout culturiste des années 80, Ulrich Münstermann se gavait d'anabolisants, dont les effets secondaires sont connus et notamment peuvent déclencher des accès de violence et peuvent exacerber une tendance à la violence. C'est un violeur en série. Il a commis des viols avérés en Allemagne en 1982, 84, 85. Il a eu après une affaire terrible, c'est le meurtre et le viol, je me souviens de ça, de la fille du directeur d'Esso Allemagne, qui a été retrouvée dans un champ et au bout du bout, il a été convaincu de ce que c'était lui, Münstermann, qui était le responsable de ce viol et de ce décès. Et il est condamné à la prison à perpétuité en Allemagne en 2002. Donc les Allemands, assez vite, ont accepté de nous le prêter. C'est-à-dire que ce n'était pas une extradition. Détenu, comme il était en exécution de peine, pour pouvoir le mettre en examen en France, l'interroger, etc. On est en 2007. Ulrich Münstermann va arriver en France. On regarde la dangerosité du personnage. Il y avait le raid qui attendait pour le prendre en charge. Donc on nous installe dans une grande salle. Il y a un ordinateur, une grande table. Et ma première impression, c'est que sa réputation d'athlète n'est pas galvaudée. Même s'il a perdu un peu de masse musculaire, il est hyper carré. Il a un regard d'acier.
Il a la mâchoire serrée et je vais pas dire qu'il fait peur, mais il est très impressionnant. Ces auditions, c'était toujours pareil. C'était 9, 9, 9. Rien à voir. Circuler, il y a rien à voir. Sylvie Bâton connaît pas. La France, jamais mis les pieds. Il avait rien à dire. Aucun élément. Je me suis dit, ça va pas être facile d'obtenir des aveux. Et donc, quand c'est comme ça, vous laissez les gens venir vous servir une version qui ne correspond pas aux faits. Et puis après, hop, vous tirez le tapis sous les pieds et puis vous attendez de voir ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé Ulrich Münstermann me donner une version totalement abracadabrantesque. Et derrière, allez, je lui ai posé la question plein de fois. À chaque fois, je lui dis, mais comment vous expliquez que votre sperme, il est dans la maison? Comment votre sperme est arrivé dans la maison à Avallon? Ouais, Münstermann, très emmerdé. Il a expliqué qu'il avait rencontré une jeune fille, mais il savait pas qu'elle s'appelait Sylvie Bâton, et qu'il a rencontré quand il était au camping, où il était resté quelques jours, que cette jeune femme était sur le camping, qu'ils s'étaient parlé, qu'ils s'étaient plu, qu'ils avaient couché ensemble, et que c'est tout. Pour quelqu'un qui n'avait rien du tout à dire, on avait bien avancé. Bien, vous êtes ici devant le camping municipal d'Avallon. Et c'est sur ce camping que Münstermann est arrivé en 1989. Il a séjourné ici 1 nuit, 2 nuits, on ne sait pas trop. Vous avez juste à la sortie du camping un chemin et on arrive directement à cette maison de gardiennage à l'extrémité sud de la ville. Moi, mon scénario, c'est que Münstermann l'a repéré en passant devant la petite maison, devant la propriété, et il a décidé de passer à l'action à un moment ou à l'autre. Sylvie Bâton, quand elle rentrait chez elle... Anne Pagès, avocate de la famille Bâton. Elle ouvrait la porte, elle entrebâillait pour laisser rentrer le chat. Ensuite, elle se faisait couler un bain. Ensuite, il passe à l'action dans la maison et puis il disparaît. Quand je suis arrivée au procès, Barbara Moreau, comédienne et amie de Sylvie. Je me suis dit, mais c'est vraiment ma jeunesse que je viens enterrer ici. C'est le début du procès d'Ulrich Münstermann aux Assises de Lyon. Ce repris de justice allemand sera jugé pour le viol et le meurtre de Sylvie Bâton. Il encourt pour le meurtre de Sylvie Bâton, de nouveau, la réclusion criminelle à perpétuité. Ce procès m'a paru tellement surréaliste, à beaucoup d'égards. Le premier jour, quand il est arrivé à l'audience, il est arrivé avec le GIGN cagoulé. Bernard Revest, avocat de Ulrich Münstermann. Mon client, là, qui arrivait enchaîné, les pieds, les mains, le GIGN autour de lui, avec les fusils braqués. Je me rappelle très bien qu'à l'audience, j'étais assis à côté de lui. Ça le rassurait un petit peu, mais moi, j'étais pas rassuré du tout. Quand l'accusé arrive, se met dans le box, il y a un face-à-face qui est... Il y a un grand silence et il y a un face-à-face qui est quasi insupportable. Hein. Martine Dubois, avocate de la famille Bâton. Et là, il y a ceux qui baissent les yeux ou pas. Danielle Bâton, elle n'a pas baissé les yeux et elle a fait face. Aujourd'hui, à l'audience, il était question des faits. L'accusé continue de nier ces faits malgré les preuves ADN formelles. Sauf coup de théâtre bien improbable, Münstermann devrait continuer à nier jusqu'au bout le viol et le meurtre de Sylvie Bâton. Le verdict est attendu mardi prochain. Les axes de défense, c'est qu'à partir du moment où il dit « j'ai eu un rapport sexuel avec cette fille, vous me dites qu'elle s'appelle Sylvie Bâton, peut-être ».
Elle est morte, dans des conditions épouvantables. J'y suis pour rien. Mais, Monsieur Munstermann, vous avez déjà eu des histoires de viol pour lesquelles vous avez été condamné. Ça pose quand même un certain nombre d'interrogations. Et il vous répond « Absolute nein ». Je n'y suis, enfin, dire absolument pas, je n'y suis pour rien. Il savait bien que c'était une comédie. Il savait bien qu'il n'avouerait pas. Et pour la maman, notamment, redire encore les mêmes choses, comment elle a trouvé Sylvie, tout ce qui s'est passé, toutes les années de calvaire qui ont suivi, c'est revivre encore une fois l'horreur. Et Danielle Baton à la barre, c'est pas qu'elle ait fait un mea culpa, mais elle a dit ce qu'elle avait à dire aussi à son fils. C'est au procès que Marc pleure. C'est au procès qu'il comprend enfin qu'elle s'en veut d'avoir à un moment donné peut-être soupçonné l'insoupçonnable et l'indicible. Danielle Baton a pris Marc dans ses bras, son fils, et lui a demandé pardon. Olivier Seran, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Auxerre. J'en suis tout ému. D'ailleurs, j'ai assisté à cette scène, c'est poignant. Ulrich Munstermann a été condamné en France à perpétuité avec peine de sûreté de 22 ans. Donc de toute manière, normalement, il n'est pas libérable avant 2039. Et ensuite, en appel, la peine sera confirmée. C'était fini. Et elle disait, Madame Baton, que voilà, elle allait pouvoir laisser se reposer Sylvie, qu'elle était allée au bout et que voilà, maintenant, c'était fini. Il aura donc fallu 18 ans pour découvrir le meurtrier de Sylvie Baton. Actuellement incarcéré en Allemagne, Ulrich Munstermann purge 2 peines de prison à perpétuité. Il ne devrait jamais être libéré. Nous envoyons des messages tous les jours, sans y penser, sans mesurer leur poids. Un écran, un clavier, quelques phrases tapées trop vite. Mais que se passe-t-il lorsque ces mots deviennent la dernière voix que quelqu'un entend? Quand une conversation privée se transforme, des années plus tard, en preuve judiciaire. L'histoire de Michel Carter n'est pas celle d'un acte visible. C'est celle d'une influence, d'un lien fragile, et d'une question qui dérange profondément notre époque. Peut-on être tenu responsable de ce que l'on pousse quelqu'un à faire, uniquement par des mots? Michel Carter et Conrad Roy III se rencontrent en 2012 dans le Massachusetts. Ils sont jeunes, sensibles, maladroits. Leur relation ne ressemble pas à une histoire d'amour classique. Ils se voient peu. Leur lien se construit surtout à distance, à travers des centaines de messages. Conrad est décrit comme un garçon réservé, profondément anxieux. Il lutte depuis des années contre un mal-être constant. Il a l'impression de ne jamais être à la hauteur, de décevoir ceux qui l'entourent. Il parle souvent de ses pensées sombres, de son sentiment d'être un poids. Michel, de son côté, est elle aussi fragile. Elle souffre de troubles alimentaires, d'un manque profond d'estime de soi et d'un besoin constant d'attention et de reconnaissance. Elle veut être utile. Importante. Indispensable à quelqu'un. Entre eux se crée une relation étrange. Conrad confie ses peurs. Michel écoute, répond, encourage, parfois maladroitement. Au début, elle tente de le rassurer. Elle lui dit qu'il compte, qu'il est aimé. Mais avec le temps, le ton change. Les conversations deviennent répétitives, lourdes, obsédées par une seule idée, la souffrance de Conrad et la possibilité d'y mettre fin. Michel commence à se positionner comme la seule personne qui le comprend vraiment. La seule qui l'écoute jusqu'au bout. Et dans cette dynamique fragile, elle prend peu à peu un rôle dangereux, celui de guide émotionnel. Au fil des mois, les messages évoluent. Michel ne se contente plus d'écouter. Elle commente les pensées de Conrad. Elle les analyse.
Elle les valide. Progressivement, elle commence à présenter certaines idées comme inévitables. Comme si la souffrance de Conrad n'avait qu'une seule issue possible. Ce basculement est subtil. Il ne se fait pas en un message. Il se fait par accumulation. Michel parle de courage. De determination. De ne pas reculer. Elle dit parfois qu'il faut aller jusqu'au bout, sans mesurer la portée de ses mots. Ou peut-être en la mesurant trop bien. Conrad hesite. Il exprime ses doutes. Il parle de sa famille, de sa peur, de son envie parfois de continuer à vivre. À plusieurs reprises, il recule. Mais Michel insiste. Elle écrit que revenir en arrière serait une erreur. Qu'il a déjà trop parlé de ses intentions pour ne rien faire. Ce qui rend cette affaire si troublante, ce n'est pas une phrase isolée. C'est la pression continue exercée sur une personne déjà extrêmement vulnérable. À travers un écran, Michel devient une voix constante. Une voix qui normalise l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. En juillet 2014, Conrad passe à l'acte. Mais au dernier moment, il panique. Il sort de sa situation, cherchant instinctivement à s'en éloigner. C'est à ce moment précis que Michel envoie un message devenu central dans l'affaire. Un message où elle lui demande de retourner là où il était. De ne pas renoncer. Ce détail change tout. Car pour la justice, ce n'est plus seulement une conversation passive. C'est une intervention directe, à un moment critique. Après les faits, Michel continue d'écrire à des proches. Elle se présente comme une petite amie dévastée. Elle parle de leur amour, de sa douleur. Elle partage des messages qui donnent l'image d'une relation tragique, presque romantique. Mais dans les mois qui suivent, certaines de ses paroles éveillent des soupçons. Elle évoque parfois son rôle comme si elle avait aidé Conrad à accomplir quelque chose. Ces contradictions attirent l'attention des enquêteurs. Lorsque la police examine les milliers de messages échangés entre les deux adolescents, une question devient inévitable. Jusqu'où les mots peuvent-ils pousser quelqu'un? Le procès de Michel Carter, en 2017, est historique. Jamais auparavant quelqu'un n'avait été jugé pour la mort d'une autre personne uniquement sur la base de messages envoyés. L'accusation soutient que Michel a exercé une influence déterminante. Qu'elle n'a pas simplement observé, mais guidé, encouragé, insisté. La défense, elle, affirme que Michel est une adolescente fragile, maladroite, incapable de mesurer les conséquences de ses paroles. Que Conrad était responsable de ses propres décisions. Le tribunal doit trancher une question nouvelle, presque philosophique. Les mots peuvent-ils constituer un acte? Le juge conclut que oui. Que dans ce contexte précis, l'insistance et l'encouragement ont franchi une limite légale. Michel Carter est reconnue coupable. Elle est condamnée à une peine de prison, dont une partie avec sursis. L'opinion publique se divise violemment. Certains voient une décision nécessaire. D'autres parlent d'un précédent dangereux. Après le procès, l'affaire Michel Carter dépasse largement les deux adolescents. Elle devient un symbole. Un débat national, puis international. Les juristes discutent de responsabilité numérique. Les parents s'interrogent sur les échanges privés de leurs enfants. Les plateformes sont questionnées sur leur rôle. Michel, incarcérée puis libérée, devient une figure controversée. Certains la voient comme une manipulatrice. D'autres comme une jeune femme profondément malade, emportée par une dynamique qu'elle ne maîtrisait pas. Quant à Conrad, il reste au centre du drame. Sa souffrance, longtemps silencieuse, est enfin entendue. Mais trop tard. Son histoire rappelle une vérité inconfortable. La vulnérabilité n'est pas toujours visible. Et les mots peuvent être des déclencheurs puissants. L'affaire Michel Carter ne donne pas de réponse simple. Elle ne dit pas que chaque message est dangereux. Elle ne dit pas que chaque influence est criminelle. Elle pose une question essentielle à notre époque hyperconnectée. Sommes-nous responsables de ce que nos mots provoquent chez les autres? Dans un monde où les conversations se font à distance, où les écrans filtrent l'émotion, cette histoire nous rappelle une chose. Les mots ne disparaissent jamais vraiment. Ils s'impriment. Ils restent. Et parfois, ils pèsent plus lourd que ce que l'on imagine.